Chers membres, chers confrères, chers consoeurs, même à vous qui n'êtes pas encore membre de notre association, je vous salue. Alors, l'exercice auquel je propose de m'adonner avec vous, c'est un exercice qui va s'appuyer pour beaucoup sur un ensemble de questions qui me sont revenues lors des échanges récents que j'ai eus avec les uns et les autres au téléphone ou via WhatsApp. Et donc nous allons ensemble passer en revue les questions les plus importantes auxquelles je n'ai pas pu apporter des réponses immédiatement parce qu'elles étaient assez denses. Donc il était important de donner suffisamment de détails. Et donc c'est sur ces questions-là que je propose que nous puissions nous attarder ensemble. Présentement, notre association est domiciliée à Angré, 7e tranche, dans une structure qui s'appelle Key Center et qui nous a fait une offre, laquelle offre nous a intéressés. C'est vrai qu'elle ne correspondait pas exactement à ce que nous envisagions au début, au sorti de l'AG, mais nous sommes revenus vers les membres qui nous ont donné quitus pour procéder donc à la signature de ce contrat de domiciliation à Key Center. Donc notre association est désormais domiciliée de façon permanente dans les locaux de Key Center à Angré 7e tranche. C'est une action que nous n'avons pas pu achever malheureusement, mais ce n'est pas de notre fait, j'explique. Au sortir de la dernière Assemblée générale, nous avons engagé immédiatement les actions auprès d'une banque de la place au fin de procéder à l'ouverture du compte bancaire de l'association. Mais il s'est trouvé qu'à la fin du processus, tout à fait à la dernière étape du processus, la banque nous est revenue pour nous demander de produire une autorisation définitive de fonctionner. Alors qu'il n'en était pas question au départ. La liste qui nous a été donnée mentionnait récépissé de dépôt de dossier. Donc c'est le récépissé que nous avons fourni. D'ailleurs, c'est ce que nous avons comme document. Personnellement, je me suis rendu à la DGAT, la Direction Générale de l'Administration du Territoire, qui se charge donc de finaliser les enquêtes de moralité pour transmettre le dossier au ministère pour signature finale. Mais ils m'ont indiqué que le dossier était en cours de traitement. Donc on n'a pas l'autorisation définitive, on n'a que le récépissé et cette banque-là a refusé de finaliser notre opération avec un récépissé. Donc nous nous sommes adressés à une autre banque qui a consenti à se contenter du récépissé pour le moment. Et la procédure est en cours. Incessamment, nous allons avoir notre compte bancaire ouvert. Concernant la journée du 30 septembre, comme vous le savez, c'est une journée qui a été faite journée internationale de la traduction par les Nations Unies. Et pour nous, en tant qu'association d'interprètes et de traducteurs, il était anormal, et il est toujours anormal d'ailleurs, que cette journée-là passe sans qu'il n'y ait une voix officielle des interprètes et traducteurs de Côte d'Ivoire qui s'expriment, qui fassent une déclaration. Mais malheureusement, quelques difficultés de coordination avec les médias que nous avons sollicités pour couvrir cet événement-là ne nous ont pas permis de mener à bien cette activité. Et donc, nous avons purement et simplement annulé la déclaration. Mais heureusement que nous avons pu bénéficier de la tribune de la JTC pour nous adresser non seulement à l'auditoire qui était présent ce jour-là, mais également à tous et toutes celles qui auront pu prendre connaissance de notre déclaration faite en cette circonstance-là à travers les médias. C'est un mécanisme administratif et statutaire d'ailleurs qui permet au bureau exécutif de garder son fonctionnement et sa fluidité. Les confrères et consoeurs concernés par ces démissions-là m'ont soumis leur lettre de démission parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient de moins en moins disponibles, chose que j'avais moi-même constatée. Et donc, j'ai accepté ces démissions-là parce que les motifs qui étaient évoqués étaient des motifs justes. Ils ont estimé qu'il était important qu'ils puissent libérer leurs fonctions pour permettre à d'autres personnes plus disponibles de les assurer et puis d'éviter donc un blocage ou un dysfonctionnement du bureau exécutif. Moi, je les en remercie. Et puis, bon, voilà, le bureau est à pied d'œuvre. Nous sommes en train de travailler. Les nouveaux entrants dans le bureau exécutif sont en train de se familiariser avec les procédures internes. Et puis, bon, ils ont pris connaissance
connaissance des dossiers qui leur ont été remis à l'occasion de la passation des charges, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Vous avez les images sur nos canaux de communication. Et donc, je dis, non, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de frustration, il n'y a pas eu de conflit, rien de tout ça. Il n'y a pas eu de boycott, rien du tout. Les confrères nous ont soumis leur démission et puis bon, nous y avons donné suite favorable pour que le bureau continue à fonctionner. Je tiens à rappeler déjà que notre règlement intérieur, en son article 8.1.1.1, nous dit clairement que la Commission adhésion et discipline est le garant du respect du code d'éthique et de déontologie régissant la pratique des métiers de l'interprétation et de la traduction. Ça veut dire clairement que nous, en tant que membres de l'AIC, quand nous étions en train de créer notre association, nous avons mis cela dans nos textes fondateurs pour dire que ça fait partie des choses dont nous devons nous doter le plus rapidement possible. Et donc, parler du code d'éthique et de déontologie, c'est simplement parler de choses qui étaient déjà prévues par nos textes fondateurs. Donc, le bureau exécutif joue son rôle en organisant le cadre qui va permettre de discuter de façon sereine de la réalisation effective de ce projet-là, de mise en place d'un code d'éthique et de déontologie. Bien sûr que oui, et il est important d'ailleurs que les cabinets soient impliqués, mais quand je dis implication des cabinets, tenons-nous bien, entendons-nous bien, nous avons en notre sein des confrères qui sont des professionnels de l'interprétation et de la traduction et qui sont en même temps propriétaires de cabinets, d'agences d'interprétation et de traduction. C'est de cela qu'il s'agit. Et oui, à ce double titre, en qualité d'interprète et en qualité également de propriétaire de cabinets qui fournissent des services d'interprétation et de traduction, oui, ils vont y participer et c'est tant mieux d'ailleurs parce que c'est tout ça qui va enrichir les discussions et puis nous permettre de parvenir à quelque chose de vraiment consensuel et de consistant et de solide. Moi, je crois dans le sens de responsabilité des uns et des autres, comme je l'ai indiqué, c'est quelque chose qui est prévu par nos textes fondateurs. Et donc, la question de se doter d'un code d'éthique et de déontologie n'est une surprise pour personne. En tout cas, si on est de bonne foi, ça n'est une surprise pour personne. Et donc, je ne comprends pas pourquoi des professionnels se doteraient d'un code d'éthique et puis refuseraient de l'appliquer. Moi, je fais confiance au sens de responsabilité, de professionnalisme des uns et des autres. Vous savez, le code d'éthique et de déontologie, il est important. Et c'est un code que nous allons élaborer dans un processus qui va impliquer tout le monde. Donc chacun aura son mot à dire. Le bureau exécutif a élaboré déjà l'avant-projet pour dire que nous sommes dans le concret. L'avant-projet, il est prêt. Nous sommes en train de mettre en place la commission ad hoc qui va se charger de transformer l'avant-projet en projet. Et une fois que la commission ad hoc aura fini son travail, eh bien, elle va soumettre ses conclusions au bureau exécutif qui, à son tour, va soumettre le projet à vous, les membres, à l'AG, à l'Assemblée générale. Et puis voilà, les membres actifs vont donc s'exprimer et puis on fera de ce document, de ce projet, ce que nous estimons le plus pertinent pour nous. Souffrez que je ne puisse pas répondre de façon directe à cette question parce que je suis tenu par l'obligation de réserve en tant que membre du bureau exécutif, d'autant plus que cette question du code d'éthique n'a pas encore été épuisée. C'est une délibération qui est en cours. La prochaine étape, c'est, comme je l'ai indiqué, la commission ad hoc. Et donc, tant que ces délibérations ne sont pas terminées, je ne peux pas révéler tout ou partie du contenu même de l'avant-projet. Et donc, je ne répondrai pas directement à cette question, mais ce que je dirais, c'est que il est important que toutes les questions que nous estimons importantes et intéressantes pour notre secteur d'activité puissent être prises en compte par un code d'éthique et de déontologie. Maintenant, je dis nous, ça veut dire que ce n'est ni le bureau exécutif ni la commission ad hoc qui a le dernier mot, c'est vous, les membres actifs. C'est la raison pour laquelle je veux profiter pour demander aux uns et aux autres de s'acquitter de leur devoir statutaire en tant que membres. Paiement des cotisations. Bientôt, nous allons lancer l'ouverture des cotisations.
Et j'encourage les uns et les autres à le faire le plus tôt possible, parce que quand la question va être soumise à l'Assemblée générale, ce sont les membres actifs, donc les membres ajoutent leurs cotisations qui auront voix au chapitre. Vous savez, la question du code d'éthique et de déontologie est une question qui est très importante. Le code, c'est un outil qui va régir l'exercice de notre profession, qui va régir le type de relation que nous avons les uns avec les autres en tant que professionnels, membres de notre association, en tant que professionnels et opérateurs, tous membres de l'association. Parce que vous savez, la question des mauvaises pratiques professionnelles, c'est une question récurrente à notre sein. Et il est important que nous puissions nous donner les moyens de traquer ces mauvaises pratiques professionnelles-là et puis d'assainir notre milieu sur plusieurs aspects. Et donc, le code d'éthique et de déontologie devrait nous permettre de traiter toutes ces questions-là et puis de faire en sorte que les choses puissent avancer. Nous parlons de revalorisation de notre profession, nous parlons surtout de professionnalisation. Et tout cela entre dans ce que nous appelons professionnalisation. Il faut qu'on en finisse avec les informels, qu'on en finisse avec les mauvaises pratiques, qu'on en finisse avec les escroqueries qui ont cours entre nous, qu'on en finisse avec les abus et toutes ces choses-là qui causent des frustrations et puis qui jettent l'anathème sur les professionnels que nous sommes. Il n'y a rien à inventer, hein. Les choses sont déjà là. Des gens sont passés déjà par les chemins que nous voulons emprunter. Donc, on va s'instruire de leur exemple et puis voir comment on fait quelque chose qui s'adapte à notre contexte. Donc oui, c'est possible, c'est faisable. Et d'ailleurs, ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que ceux qui adhèrent à l'association puissent automatiquement devenir membres de la mutuelle et puis bénéficier des services que la mutuelle va fournir. Des services tels que les actions de solidarité que nous avons jusque-là organisées de façon informelle quand il y a eu des situations malheureuses vécues par certains de nos collègues. Donc il est important que ce genre de situation et puis d'autres situations encore que nous sommes en train d'étudier puissent être prises en compte par une mutuelle organisée, formalisée et bien structurée. Concernant les perspectives, nous allons finaliser déjà le code d'éthique et de déontologie. Ensuite, nous allons également travailler à l'organisation de programmes de renforcement des capacités. C'est des choses qui sont en cours. Je dis nous allons parce que nous n'avons pas encore finalisé ces différents processus-là. Sinon, c'est en cours. Nous sommes en contact avec des fournisseurs de services de formation, de renforcement des capacités en interprétation, en traduction. Voilà. Mais il reste à finaliser certains détails. Nous allons également organiser la cérémonie de présentation officielle de l'AITSI. C'est une cérémonie au cours de laquelle nous allons faire connaître notre association, une cérémonie que nous voulons médiatiser. Donc faire connaître notre association en présence du ministère des Affaires étrangères et puis d'autres partenaires tout aussi importants. Et puis nous allons également dans les prochaines semaines finaliser l'ouverture de notre compte bancaire. Et puis, toujours au titre des perspectives, il y a la question de la mutuelle dont je viens de parler. Nous allons approfondir les discussions. Nous allons approfondir les discussions avec les personnes ressources qui nous font l'honneur de partager avec nous leurs expériences. Voilà, chers confrères, chères consoeurs, je crois que ce sont là les questions majeures qui sont revenus dans les échanges que j'ai eus avec vous et qui m'ont permis de faire ce tour d'horizon là, à l'issue duquel j'espère que nous sommes sur la même longueur d'onde et que nous pourrons bien suivre ensemble le cheminement de notre association. Je tiens à terminer en remerciant les uns et les autres, en remerciant ceux et celles qui ont consenti au paiement de leurs cotisations pour l'exercice 2022. Je vous remercie, c'est grâce à vous que l'association a pu délibérer sur des questions importantes. Toutes ces questions que je viens d'énumérer, ce sont des questions qui ont pu être retenues parce qu'il y avait des gens qui étaient en capacité de délibérer. Je tiens à encourager tous les membres à payer leurs cotisations pour l'exercice 2023
chaque année est un nouvel exercice et donc un renouvellement des cotisations. Ces cotisations sont importantes, ce sont elles qui nous permettent de fonctionner, qui permettent de couvrir les charges afférentes au fonctionnement du bureau exécutif et également à l'organisation des différentes activités qui permettent à notre association de vivre. Que Dieu vous bénisse.